Nous y voilà, tout le monde. Il ne nous reste plus que 2 vaisseaux avant d'avoir terminé tous les vaisseaux. Que j'ai vu lors de la tournée américaine de 2022, mais vous savez ce qu'on dit, certains des meilleurs peuvent être gardés pour la fin. Et voici l'United States Ship Alabama, la première vue que vous avez en arrivant dans le parc commémoratif. Dont l'United States Ship Alabama est bien sûr la pièce maîtresse. Et comme j'aime le dire aux gens que je rencontre, l'United States Ship Alabama est à peu près l'une des rares choses qui peut faire paraître un bombardier B-52 petit. Avoir l'air petit parce qu'ils en ont effectivement un garé ici, avec un C-47 et d'autres avions, et dans la plupart des cas, le B-52 est un avion assez grand. Mais oui, garez-le à côté d'un cuirassé de classe South Dakota, et il n'y a vraiment pas de comparaison possible. L'Alabama est situé relativement près de Mobile, bien sûr dans l'état d'origine de l'Alabama. Et donc Mobile, qu'est-ce que t'as avec les écureuils? Je n'en ai jamais vu autant. Bref, revenons au navire. Battleship. 60 est en superbe condition, et comme vous pouvez le voir, elle est en fait un peu comme la South Carolina, dans un état hybride en ce qui concerne sa préservation, car pas mal de navires musées sont simplement amarrés là-bas dans l'eau. Ils peuvent avoir un quai dragué, mais ils sont exposés aux effets complets de la marée, du vent et des vagues, selon l'endroit où ils se trouvent. Cependant, comme vous pouvez le voir juste à gauche de cette photo, l'Alabama, comme je l'ai dit, tout comme la North Carolina, se trouve dans une sorte d'état intermédiaire entre la cale sèche et le fait d'être maintenu à flot. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui prêtent attention aux différentes cales sèches, où j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois, avoir un navire en cale sèche, posé sur des blocs, est une bonne chose à court terme, car le navire n'est pas en contact avec l'eau, ou du moins, pas en grande quantité, et il est donc beaucoup moins susceptible de rouiller. Cela résout un problème, mais ça en crée d'autres, car les navires ne sont pas censés être exposés à l'air libre pendant de longues périodes. Il y a une raison pour laquelle, lorsque les navires sont lancés, ils le sont essentiellement sous forme de coque. La superstructure n'est pratiquement pas là, l'armement principal n'est pas là, beaucoup de leurs systèmes internes non plus. Une fois qu'un navire est entièrement construit, si vous le laissez à l'air libre dans une cale sèche pendant une très longue période, certaines parties du navire finiront par commencer à s'affaisser et à se plier, ce qui est quelque chose que le Her Majesty's Ship Victory a connu au fil des années et pour lequel ils ont dû modifier son installation en cale sèche afin de le soutenir et d'y faire face. Mais bien sûr, si vous le remettez à l'eau, vous avez à nouveau les problèmes de rouille, d'où ce genre de système de caisson fermé. Vous pouvez voir la limite encore une fois en haut à gauche. Ce que cela fait, c'est que cela maintient le navire dans l'eau, où il est entièrement soutenu comme il est censé l'être, mais en même temps, ce caisson empêche une grande partie des courants ainsi que l'action du vent et des vagues qui, autrement, causeraient d'importants problèmes à un navire sur de longues périodes, en particulier ce qu'on appelle la ligne de flottaison, c'est-à-dire l'interface entre l'air et l'eau, là où se produit la majorité de la rouille. Parce que sous l'eau, il y a évidemment de l'eau, au-dessus il y a de l'air, mais à la ligne de flottaison, l'eau monte et descend sans cesse, ce qui est beaucoup plus abrasif et donc, à terme, devient aussi beaucoup plus corrosif. Le système de caisson n'empêche pas totalement ce phénomène, mais il en réduit considérablement les effets, ce qui signifie que le navire bénéficie d'une période de préservation beaucoup plus longue dans l'eau, sans avoir besoin de travaux importants, comme un passage en cale sèche. Et comme vous l'avez vu avec la préservation du North Carolina, même si je ne sais pas s'ils l'ont fait sur l'Alabama à ce stade, on peut aussi, dans une certaine mesure, drainer une partie ou la totalité du caisson pour travailler sur le navire, sans avoir à le déplacer, donc une sorte de cale sèche improvisée. Cela ne fonctionne généralement que si le navire est bien installé dans le fond marin ou le lit de la rivière, selon l'endroit où il est stationné. Mais assez parlé des derniers points de la préservation des navires pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, nous nous rapprochons de plus en plus de l'embarquement sur l'Alabama, ce que vous faites à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, sous le magnifique soleil de l'Alabama, cela met vraiment en valeur la peinture de façon superbe. Maintenant, sur certaines des autres visites de navires que nous avons vues lors de mon voyage, nous avons regardé l'itinéraire général de la visite, quelques zones assez différentes, en montant et descendant à travers le navire. À bord de l'Alabama, nous allons faire quelque chose d'un peu différent.
nous allons jeter un regard un peu plus approfondi sur l'armement anti-aérien du navire, car comme vous pouvez le voir sur cette photo, et comme vous le verrez sur d'autres, une fois à bord, ce navire conserve encore une grande partie de son armement anti-aérien d'origine, en fait bien plus que n'importe lequel des Iowa, car évidemment les Iowa ont été remis en service dans les années 1980, ce qui signifie qu'avec les modernisations pour les missiles, ils ont perdu 4 de leurs 10 tourelles doubles de 127 mm et pratiquement tous leurs canons de 20 mm, ou regardez, les Beaufort de 40 mm ont également disparu. Donc, ceux qu'ils ont réussi à récupérer ont été restaurés, mais jamais dans la même mesure que le North Carolina. Le Massachusetts et bien sûr l'Alabama, qui n'ont pas subi ces modernisations et ont donc pu conserver une bien plus grande partie de leur batterie anti-aérienne d'origine. La Caroline du Nord et le Massachusetts, que vous avez déjà vu. Ils ont aussi un bon nombre de leurs canons de 40 mm et, dans le cas de la Caroline du Nord, pas mal de leurs canons de 20 mm. Et ici, sur l'Alabama, ils ont quelques éléments spéciaux supplémentaires auxquels vous allez maintenant être présentés. Mais d'abord, je dois dire que c'est probablement mon cliché préféré de toute l'expérience à bord de l'Alabama, parce que, eh bien, n'est-ce pas là une image qui représente l'Amérique? Oui, je sais, c'est une petite taquinerie amicale, mais il y a tellement d'armes sur cette photo. Maintenant, en se retournant à partir de ce point, vous remarquerez en fait que, même s'ils n'ont pas de Kingfisher ou d'appareils similaires à la poupe, ils ont tout le système de lancement et de récupération pour les avions, donc c'est en fait assez intéressant. Si vous voulez y jeter un œil, parce que bien sûr, encore une fois, si vous allez sur un navire de classe Iowa, une grande partie de ce système n'est plus là. Il possède des vestiges des systèmes utilisés pour la récupération de drones pendant la guerre du Golfe, mais d'origine. Sur les cuirassés préservés des classes South Dakota et North Carolina, une variante de ce système est toujours présente. Alors que sur les Iowa, vous avez plus d'expérience de la guerre froide. Dispersés partout sur le navire, vous pouvez bien sûr trouver de nombreux canons Bofors quadritubes de 40 mm, comme celui-ci, qui se trouve encore une fois à la poupe. Mais bien qu'ils soient très intéressants et qu'un certain nombre d'entre eux soient encore capables de bouger, la première chose que nous allons examiner est la plus petite des armes anti-aériennes que l'Alabama a transportées pendant son service lors de la Seconde Guerre mondiale, et c'est bien sûr le canon Oerlikon de 20 mm. Celui-ci possède des instructions assez utiles sur le bouclier du canon pour l'équipage, qui essaie vraisemblablement de viser les avions ennemis approchant. Maintenant, ceux d'entre vous qui vivent près de l'United States Ship Alabama le savent, mais le reste d'entre vous ne le sait probablement pas. Chaque année, il y a au moins un événement majeur où des pilotes locaux très coopératifs simulent une attaque japonaise, ou plusieurs attaques, sur l'Alabama, ce qui permet alors à tout le monde à bord de l'Alabama de répondre. Bien sûr, vous ne pouvez pas réellement riposter avec des munitions réelles de 5 pouces, 40 mm et 20 mm, mais l'événement serait nettement moins spectaculaire si tout le monde restait simplement sur le pont à faire POW, bang, zap, 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 même si ce serait amusant. Donc, comme compromis, ils ont modifié un certain nombre d'Oerlikon de 20 mm pour tirer, mais sans utiliser de poudre, de cartouches et de charge, ce qui serait plutôt coûteux, mais en tirant à la place grâce à un système au gaz butane qui reproduit en grande partie l'apparence, la sensation et le recul, sans, comme je l'ai dit, coûter une fortune en munitions à blanc et en permettant à tout le monde de vivre, au moins pour la batterie de 20 mm, ce que cela pourrait être d'être à bord de l'Alabama pendant une attaque aérienne. À ma connaissance, personne n'a réussi à adapter avec succès le système au butane pour le système de 40 mm. Et on m'a également dit que cela ne fonctionnerait certainement pas sur le système de 5 pouces, simplement à cause de l'énorme volume supplémentaire des canons de 5 pouces. Et si l'un d'entre vous a déjà été à bord de l'United States Ship New Jersey lorsqu'elle tire avec ses canons de 5 pouces, même avec une charge très réduite, c'est une expérience incroyablement bruyante et plutôt coûteuse. Mais revenons aux 20 mm, qui est ce dont nous parlions. Donc, l'équipage formidable de l'United States Ship Alabama a en fait sorti un 20 mm Oerlikon fonctionnel et m'a installé dessus pour que je puisse vivre ce que c'était que de manœuvrer au moins l'une de ces pièces. Malheureusement, sans héros japonais à disposition, je ne peux rien abattre dans le ciel. Et vous savez, les autorités américaines de l'inter-État verraient moi probablement d'un mauvais œil le fait de tirer sur l'Interstate 10
avec des munitions de 20 mm, donc on ne va pas faire ça non plus. Mais vous pouvez voir que je suis complètement sanglé. On a notre sélecteur de tir, donc maintenant il est en mode tir. Il y a une petite gâchette ici, donc c'est votre gâchette au pouce. Vous avez votre viseur pour voir l'avion que vous visez. Et bien sûr, si je le fais pivoter comme ça, vous voyez que vous avez un viseur circulaire. Donc ça, c'est ce qui vous permet de faire du tir en déflexion. Et comme vous pouvez le voir, il y a de bons rappels à l'intérieur pour vous dire que si un avion arrive sur vous, il ne suffit pas de pointer le canon et de tirer. Sinon, vous allez rater. Il faut vraiment anticiper. Vous avez votre tambour de munitions. Il y en a un autre juste en dessous. Et on m'a conseillé de m'appuyer en arrière et de le faire pivoter comme ça. Donc vers le haut, vers le bas. En fait, ce n'est pas trop mal. On sent qu'il y a pas mal de poids. Mais en même temps, vous savez, si un avion, eh bien voilà justement un hélicoptère qui arrive, alors essayons de suivre l'hélicoptère. Il arrive donc probablement à une vitesse similaire à celle d'un avion torpilleur d'attaque. Donc oui, ce n'est peut-être pas très digne, mais vous avez de la motivation si quelqu'un vous tire dessus. Oui. Oui, cet engin a un certain poids. Oui. Et puis, évidemment, il y a une élévation minimale, sinon tu risques de tirer sur ton propre bouclier de canon. Donc oui. J'imagine, enfin, c'est vraiment très amusant et évidemment, tu ajustes tout ça selon les réglages individuels parce qu'avec ma taille, je dois être un peu plus haut pour voir ce que je fais, alors qu'en bas, c'est en fait mieux pour manœuvrer le canon. Mais oui, c'est vraiment très amusant. Mais j'imagine que ça deviendra vraiment très fatigant au moment où le 15e avion japonais apparaîtra. Tu vas être... Tout aussi fou, tu auras été attaché dans ce truc pendant une demi-heure. Tu vas avoir une motivation supplémentaire pour abattre ce truc parce qu'une fois que tu l'auras abattu, tu pourras peut-être enfin sortir et aller boire un verre. Mais oui, c'est absolument fantastique. Et bien sûr, si tu veux voir à quoi ça ressemble et comment ça sonne dans la vraie vie. Il y a des journées de reconstitution historique que le United States Ship Alabama organise. Regarde sur leur site web où tu peux voir ce truc tiré évidemment à blanc, et ils ont même quelques zéros disponibles, crois-le ou non, ou presque. Donc va vraiment voir leur site web. Vas-y dès que tu peux. Mais comme mentionné, l'Oerlikon de 20 mm est le plus petit canon anti-aérien que le United States Ship Alabama transportait durant son service lors de la Seconde Guerre mondiale. L'étape suivante après les canons anti-aériens légers vers les canons anti-aériens moyens, c'est le Bofors de 40 mm. Bien sûr, le Bofors de 40 mm était disponible avec plusieurs types d'affûts. Il y avait des affûts simples, des affûts doubles, des affûts quadruples, et vers la toute fin de la guerre avec la Royal Navy, il y avait même des affûts sextuples. Mais la majorité des affûts embarqués sur l'Alabama étaient des affûts quadruples, et, comme vous pouvez le voir ici, les affûts quadruples, pour être honnête, ressemblent plutôt à une paire d'affûts doubles installés sur une plateforme commune. Et comme vous pouvez le voir en bas à gauche de cette photo, mais en réalité sur le côté droit de l'affût, il y a un moteur, car à ce stade de la guerre, la marine américaine avait surmonté sa réticence d'entre-deux-guerres à installer un contrôle de puissance à distance sur tout. Eh bien, le Bofors de 40 mm avait un contrôle de puissance à distance, mais il avait aussi une option à manivelle manuelle que nous verrons un peu plus tard. Mais allons jeter un œil à tout cela, voulez-vous? Nous voici donc sur un affût quadruple de 40 mm Bofors, au sommet de la tourelle 3 de l'Alabama. Vous avez un petit directeur là en bas, et évidemment, l'ensemble peut aussi être relié au système central de conduite de tir. Si ceci fonctionne, alors tout ce que les gens à bord ont à faire, c'est essentiellement alimenter en munitions, et la façon dont vous alimentez en munitions, c'est par ces dispositifs. Vous commencez avec des clips, mais vous pouvez aussi simplement ajouter de plus en plus d'obus de 40 mm dedans, au fur et à mesure, pour maintenir un tir continu. Vous avez donc deux paires de canons de 40 mm. Cependant, il y a une chance que vous perdiez soit le directeur, soit la connexion au directeur, mais dans tous les cas, c'est la même chose pour le canon. Et donc ici, vous pouvez voir cet objet noir, pointu, que je vais indiquer avec mon pied. Donc, si vous avez encore de l'alimentation électrique mais pas de direction, vous pouvez l'utiliser comme un joystick. Et cela permettra d'orienter et d'élever le canon. Mais
Si vous perdez aussi l'alimentation, donc tout est complètement inerte, alors vous avez aussi ceci, qui est la poignée d'élévation, et de l'autre côté, vous avez la poignée correspondante pour la rotation. Ensuite, vous avez votre viseur manuel. Vous pouvez donc faire fonctionner tout ce système manuellement si vous le souhaitez. Nous allons donc simplement démontrer à quelle vitesse vous pouvez le faire avec celui-ci, qui est bien sûr en place. Comme vous pouvez le voir, nous avons tout le blindage du canon ici, et si nous regardons en bas, vous pouvez voir que nous sommes dans une cuve, donc encore plus de blindage là, et il y a un directeur de conduite de tir. Avec le radar juste derrière nous au même niveau, comme vous pouvez le voir ici, avec un autre canon quadruple de 40. Il y a des canons de 20, de 5 pouces, d'autres 40 et 20 plus bas. Et bien sûr, des canons de 20 sur le pont là-bas, encore plus de quadruple 40 là-bas, parce qu'il y a tout simplement tellement de canons anti-aériens sur ce navire. Vous ne pouvez pas nous voir parce que nous sommes cachés derrière le bouclier du canon, mais Je contrôle la verticale et Madame Drac contrôle l'horizontale. Nous allons voir, nous allons supposer que nous avons une cible qui arrive en rase-motte. Donc une vedette lance-torpille, il y en a quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle arrive en rase-motte depuis l'arrière tribord, puis nous allons pivoter aussi vite que possible vers la droite, ce qui sera en fait vers bâbord, aussi vite que possible tout en élevant le canon, parce qu'il va passer au-dessus de nous. Alors vas-y, 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 vas-y. Il redescend encore une fois. D'accord, c'était amusant. Évidemment, nous n'allons pas gagner de prix. Pour le suivi rapide des avions, mais honnêtement, un affût quadruple de 40 mm Bofors reste assez lourd. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des membres d'équipage formés de la marine américaine. Mais ils ne seront pas d'un ordre de grandeur plus rapide que nous. Donc cela souligne bien pourquoi la marine américaine a pris la décision d'avoir des montures motorisées autant que possible. Parce que, comme vous pouvez le constater, peut-être qu'à longue distance vous pourriez suivre un avion ennemi, mais une fois qu'ils arrivent à courte portée et qu'ils larguent réellement des armes. Un Quad 40 dirigé manuellement va vraiment avoir du mal à s'orienter dans la bonne direction. Même si vous pourriez anticiper leur provenance et viser un point fixe ou quelque chose de similaire. Et c'est pourquoi vous avez ces multiples couches de redondance intégrées, comme je l'ai souligné au début de la séquence vidéo enregistrée. Vous avez le joystick qui vous permet de diriger le canon en utilisant l'énergie fournie par ce petit moteur et générateur, même si vous n'avez pas le suivi de puissance à distance disponible depuis les systèmes de contrôle de tir, ce qui est tout à fait possible. Vous savez, c'est un affût de 40 mm. Il y a des câbles qui partent des directeurs de contrôle de tir. Mais il est possible que l'explosion, des éclats ou des balles, toutes sortes de choses, puissent sectionner la connexion à n'importe quel affût individuel pendant l'action, auquel cas, il vaut mieux que la pièce soit au moins partiellement opérationnelle, plutôt que pas du tout. Et le nombre exact d'Oerlikon et de Beaufort que le navire transportait variait quelque peu pendant la guerre. Au début, les cuirassés américains étaient équipés de canons de 1,1 pouce, appelés Piano de Chicago, mais ceux-ci ont été rapidement remplacés une fois la guerre commencée. Et certainement, les South Dakota, au moment où ils ont été mis en service, c'était une arme qui était en train d'être retirée. La classe South Dakota a été conçue à la fin des années 1930. Était censée être équipée d'un mélange de mitrailleuses de .50 et de 1,1 pouce ou 28 mm. Mais au moment où le premier de la classe South Dakota est réellement mis en service, l'armement de .50 a été réduit, le canon de 1,1 pouce a en fait été amélioré. Il y en a plus parce que ce sont les seules armes dont il dispose en termes d'artillerie anti-aérienne de calibre moyen. Mais les Oerlikon arrivent déjà. Et à la fin de 1942, à mesure que de plus en plus de South Dakota entrent en service. Les mitrailleuses de 50 calibres et les canons de 1,1 pouce sont retirés. Les canons de 20 mm augmentent, et les premiers Beaufort arrivent, et en 1943, lorsque les 4 navires de la classe South Dakota sont en service,
Le canon de 1,1 pouce a complètement disparu. Vous avez maintenant d'énormes quantités de Bofors et d'Hurricane. Ces quantités ne cessent d'augmenter encore et encore, jusqu'à la fin de la guerre. Mais bien sûr, ce qui plane au-dessus de tout cela, dans certains cas, littéralement, c'est le canon double usage de 127 mm sur 38, dont l'Alabama, comme le Massachusetts et la Caroline du Nord, conservent l'ensemble complet de 20 canons dans leurs 10 tourelles jumelées. Bien sûr, ces canons sont beaucoup plus complexes, non seulement dans leur conception, mais aussi dans leur système d'alimentation en munitions, alors que les canons de 20 mm et de 40 mm peuvent être installés à peu près n'importe où. À gauche, vous pouvez voir le quadruple canon de 40 mm et une petite plateforme en forme de cuve. Cela signifie que leur système d'alimentation en munitions consiste à empiler un tas de munitions prêtes à l'emploi à proximité, puis à les acheminer manuellement depuis les soutes lorsque vous commencez à en manquer. Les canons de 5 pouces ont leur propre système complet d'alimentation en munitions et sont installés à des emplacements spécifiques. Sur le navire, par conception, alors jetons un coup d'œil à ce système. D'accord, nous nous trouvons donc dans la salle de manutention du canon de 5 pouces 38, l'une des 10 salles de ce type que l'on trouve sur un cuirassé de la classe Dakota du Sud. C'est évidemment juste un coin sur la gauche. Hors de vue, vous avez les caisses pour les charges ici. Vous avez certains des différents types de munitions que nous avons. Donc vous avez les obus au phosphore blanc, indiqués par phosphore blanc, ces obus bleus avec des étoiles dessus sont des obus éclairants, très utiles pour illuminer l'ennemi, et puis ici en bas, certains des obus plus classiques seront présents en bien plus grand nombre. Vous avez aussi évidemment un téléphone ici pour que les gens puissent savoir ce qui se passe, et ici, c'est l'endroit où les obus remontaient depuis la soute à munitions. Nous sommes donc juste en dessous de l'un des affûts de 127 NMA sur 38, mais évidemment, il est déconseillé d'avoir une ligne directe menant aux soutes à munitions, car si l'un des affûts est touché, les conséquences peuvent être désastreuses. Donc, l'obus remontait de la soute à munitions jusqu'ici, puis il était transféré vers le monte-charge qui l'amenait jusqu'au canon final. Maintenant, ceci est un obus de 127 mm modèle 38. Eh bien, c'est un obus de 127 mm pour un canon de 127 mm modèle 38, et c'est le poids réel qu'ils avaient. Donc, quand vous voyez toutes ces vidéos d'entraînement et de guerre où ils sont lancés comme des bonbons. Pour les mettre dans les canons, car la motivation est forte quand des avions japonais foncent sur vous. Voyons voir combien ça pèse réellement, d'accord? Donc c'est gérable. Je n'arrive pas à imaginer certaines personnes dans ces vidéos où... Tu sais, où tu les vois littéralement sortir et lancer, et il y a un peu d'inertie avec ce truc. Donc, il faudrait soulever ce truc, l'amener ici et le mettre en premier par le nez si c'est un rail antiaérien pour qu'il puisse régler sa fusée, puis il partirait, mais bon sang, ce truc est... tu comprends pourquoi le poids des obus secondaires et des obus à double usage était un problème majeur dans les considérations de conception de l'entre-deux-guerres, parce que... Oui, même avec plusieurs membres d'équipage, je n'arrive pas à imaginer comment on pourrait maintenir un flux régulier de ces trucs-là, sauf par pure adrénaline. J'imagine que si la menace c'est que les Japonais vont bombarder et torpiller ton navire jusqu'à l'oubli, t'as une bonne dose de motivation, mais ça ne peut aller que jusqu'à un certain point. Il va y avoir énormément de muscles sollicités pour ces trucs-là. Donc, individuellement, ce n'est pas trop lourd. C'est une charge gérable, mais quand tu en es à ta 50e ou 60e munition, tu vas commencer à le sentir. Alors, regardons un peu les autres parties. On a maintenant fait le tour. Le monte-charge depuis les soutes est juste là en bas, donc on fait maintenant face au monte-charge qu'on ne pouvait pas voir dans la prise précédente. Et comme tu peux le voir, il y a deux sections. Il y a un obus d'entraînement de base ici, prêt à monter, pointe vers le bas comme il le fallait pour que la fusée soit correctement réglée. Et tu remarqueras l'avertissement « Gardez les mains hors du monte-charge » et c'est pour une bonne raison, parce qu'une fois que tu verrouilles ces trucs, je veux dire, c'est quelques kilos de métal. Et ce n'est pas juste sur un ressort ou une charnière. Il y a vraiment une liaison mécanique, donc ça peut très facilement te broyer la main si tu n'es pas prudent. Et ces trucs-là, tu sais, on vient de voir à quel point ils sont lourds. Il faut les faire monter d'un niveau assez rapidement. Donc même si refermer, ça ne t'arrache peut-être pas complètement la main parce que c'est arrondi, quand l'obus monte, il emporte tout ce qui se trouve sur son passage. Donc évidemment, l'autre chose à garder à l'esprit, c'est que tout ça est orienté dans
une seule direction pour l'instant. Au-dessus de nous, il y a l'affût, c'est une partie intégrante de l'affût, et au-dessus de moi, il y a les clips qui maintiennent l'affût, mais aussi la couronne de dents qui permet à l'affût de tourner. Donc, quand ce truc tourne, tout ça bouge aussi, ce n'est pas juste une question de prendre l'obus, de l'insérer dans le monte-charge, et hop, l'obus monte. C'est vraiment une cible mouvante pour l'équipage. Et bien sûr, si tu es coincé ici, à ton poste de combat pendant une longue période, parce que les kamikazes japonais ne sont généralement pas assez gentils pour programmer leurs attaques à l'avance avec toi et qu'ils peuvent arriver à tout moment sur une période assez longue, eh bien, tu ne peux pas simplement dire « Eh bien, mon commandant, puis-je ouvrir cette trappe et courir jusqu'aux toilettes ?» et espérer qu'il n'y ait pas d'autres attaquants pendant les 10 prochaines minutes. Donc, si tu es pris au dépourvu, eh bien, il y a un seau là en bas et un petit support qui a été installé dans le coin, comme tu peux le voir. Il y a un peu de papier toilette, tu mets un petit manche à balai ou quelque chose comme ça, et c'est là que tu dois te soulager, probablement au grand dégoût de tous les autres qui doivent supporter ça. C'est juste en dessous de la trousse médicale. Donc voilà. Il y a aussi le mécanisme d'élévation et quelques obus prêts à l'emploi stockés là. Il y a plein d'électronique tout le long des murs, il y a un autre rack là-bas pour d'autres caisses de charge. Et si vous étiez ici en dessous, gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de hublot. Cette trappe là-bas aurait été complètement verrouillée. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe, à moins que quelqu'un soit assez gentil pour vous le dire. Maintenant, je ne sais pas si ça passe dans le micro, j'espère que non, mais on peut en fait entendre des gens discuter dans la tourelle au-dessus de nous, donc ils ont... On peut entendre les conversations dans la tourelle au-dessus de nous, ce qui leur donne une meilleure idée de la situation. Bien qu'on ne voit pas grand-chose depuis une tourelle de 127 mm 38, on pouvait leur crier dessus entre les tirs et leur demander ce qui se passe. Mais pour être tout à fait honnête, il est très peu probable que vous sachiez quoi que ce soit sur la cible au-delà de ce qu'on vous a dit par le système de haut-parleurs, à moins que quelqu'un ne crie en bas « Ah oui, X ou Y est en train de se passer ». Donc, si vous étiez à bord de l'United States Ship South Dakota lors de la bataille de Guadalcanal et que vous engagiez des cibles de surface ennemie, la seule façon pour le membre d'équipage, ici en bas de le savoir, serait par le type d'obus qu'il charge. Donc, s'ils chargent des obus explosifs anti-surface, ils se disent probablement qu'on tire sur quelque chose. Un navire, une cible au sol, des obus anti-aériens pour les avions, etc. Le type de munition dépend de la cible visée. Mais le plus grand indice que tout se passait au-dessus auraient été les détonations des canons de 127 mm parce qu'elles allaient résonner ici très fort. Et espérons que ce soit tout ce que vous entendrez, parce que si vous êtes coincé dans une très mauvaise situation, vous pourriez entendre l'impact de quelque chose au-dessus, et là, c'est le cas où vous savez que les gars étaient là-haut, donc qui sait lequel de vos amis va revenir pour le dîner ce soir-là, mais ensuite vous espérez aussi que tout ce qui est touché là-haut soit dévié par le blindage, soit si ça a traversé le blindage et perdu assez d'énergie pour ne pas arriver jusqu'ici, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de hublot. Une seule trappe qui a été verrouillée, si quelque chose descend ici, vous ne sortirez pas. Nous nous retrouvons donc ici dans la partie inférieure de l'opération de manutention des obus. Cette zone contient 2 palans ici, un de chaque côté, puis 2 autres là-bas. Il y aurait 4 pièces comme celle-ci dans le navire, chacune desservant 2 affûts de 5 pouces, puis une de chaque côté du navire qui dessert un seul affût, car bien sûr il y a 10 affûts, mais donc 5 de ces pièces, 3 par côté. Maintenant, sur ma gauche, votre droite, vous pouvez voir une entrée vers la salle des poudres. Et là, vous pouvez voir où la poudre sera passée, et elle montera par les palans à munitions. Mais là où se trouve la caméra, elle est en fait posée sur un support d'obus de 5 pouces, que je vais probablement vous montrer ici dans le coin. Et tous ces obus seraient alors également acheminés vers les palans à munitions. Comme nous l'avons vu dans la zone de manutention supérieure, il y a déjà des obus stockés là-bas, donc évidemment ils ont une distance plus courte à parcourir. Ils doivent juste être introduits dans le palan qui monte d'un niveau. Ceux-ci doivent monter de plusieurs niveaux pour y arriver, puis être transférés pour monter jusqu'au canon de 5 pouces. Donc vous ne voulez pas forcément alimenter immédiatement
les munitions à partir d'ici. C'est pourquoi vous avez les munitions dans la salle de manutention supérieure. S'il y a une menace immédiate, c'est ce qui sera utilisé en premier, et pendant que cela est utilisé ou après que cela a été utilisé, selon la gravité de la menace et la rapidité de la réaction de chacun, vous aurez alors des munitions acheminées d'ici jusqu'à là-haut, puis, selon la façon dont ils travaillent, soit elles serviront à réapprovisionner les munitions prêtes à l'emploi là-haut, soit elles seront directement envoyées, comme nous l'avons montré, dans la salle de manutention supérieure, directement dans l'affût de 5 pouces. Et évidemment, la hauteur exacte de ces palans jusqu'au canon de 5 pouces variera selon l'affût que nous regardons, car certains affûts sont plus hauts que d'autres. Quand le navire était en service, ce pont n'aurait pas été gris. Vous pouvez voir qu'il y a de petites taches, enfin, je peux voir des choses que vous ne pouvez pas voir. Il y a de petites taches où la peinture s'est écaillée, et il y a la couleur rouge d'origine en dessous. Et évidemment, dans les salles des canons de 16 pouces, il s'agissait d'acier nu et graissé. Donc, c'est ici que finalement, tous ces obus de 5 pouces proviennent. Et vous pourrez probablement voir, pendant que je diffuserai quelques vidéos de la salle des poudres, combien d'étuis il y a, et cela vous donnera une idée du nombre d'obus qu'il fallait transporter. Parce qu'après tout, c'est bien beau d'avoir, vous savez, 20 canons de 5 pouces, 38 calibres, avec un taux de tir vraiment très élevé. Mais si vous ne transportez pas assez de munitions pour alimenter ces canons, vous aurez quelques minutes de folie, puis vous serez très, très vulnérable. Et bien sûr, tout cela ne couvre que la façon dont vous alimentez les canons de 5 pouces en munitions et comment vous les faites fonctionner, ainsi que certains emplacements des canons de 20 mm et 40 mm. Cela ne parle même pas des salles de chargement, du stockage des munitions pour les 20 mm et 40 mm, du contrôle de tir, des liens avec le contrôle de tir, des multiples systèmes de directeurs de tir, dont l'un que vous pouvez voir ici. En fait, vous pouvez en voir deux ici si vous regardez attentivement. Sans oublier, bien sûr, le radar de recherche aérienne pour repérer à l'avance les raids aériens, afin que tout le monde sache où il doit pointer, et bien sûr, le gros éléphant dans la pièce, à savoir l'armement principal du navire, les canons de 16 pouces, la tourelle numéro 3 que vous voyez ici, avec ce montage quadruple de 40 mm posé dessus, là où nous étions plus tôt. Maintenant, évidemment, nous avons couvert la batterie principale de notre cuirassé de classe South Dakota à bord de l'United States Ship Massachusetts, mais l'Alabama a ses propres expositions et ses propres zones à visiter également. Mais comme nous l'avons dit avec cette vidéo en particulier, nous essayons quelque chose d'un peu différent en détaillant un aspect spécifique des systèmes du navire. Mais il faut souligner qu'il y a évidemment énormément plus à voir à bord de l'Alabama. Et ce n'est pas que les autres navires ne rendent pas bien en photo. En fait, ils rendent généralement très bien. Mais l'Alabama a un avantage unique que vous pouvez probablement remarquer sur toutes ces photos. C'est qu'elle bénéficie souvent d'un temps très ensoleillé, avec un ciel très clair, ce qui met vraiment en valeur sa peinture. Mais aussi, contrairement à la plupart des autres navires musées, elle n'est pas amarrée juste à côté d'une ville ou d'une autre zone fortement peuplée. Il n'y a que l'E-Dix en arrière-plan, ce qui permet d'obtenir des prises de vue beaucoup plus larges du navire, sans être gêné par des éléments parasites en arrière-plan. Et si, par hasard, votre visite vous laisse un peu de temps libre, il y a bien sûr beaucoup d'autres choses à voir dans le parc mémorial. Il y a des chars, des avions, le fameux B-52 par exemple. Il y a même un sous-marin entier installé sur les cales également. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller voir uniquement l'Alabama, vous pouvez aussi découvrir toutes ces autres expositions, et il y a même un petit musée de l'air. Il n'y a donc pas que le C-47 et le B-52 à l'extérieur, il y a tout un tas d'avions monomoteurs et bimoteurs à l'intérieur d'un grand hangar, qui est aussi l'endroit où vous allez acheter vos billets pour monter à bord. Ce qui est plutôt pratique, car cela signifie que vous n'avez pas à rester tout le temps sous un soleil de plomb seulement quand vous le souhaitez. Mais en entrant rapidement à l'intérieur, il y a un certain nombre de choses intéressantes à voir qui sont évidemment directement liées à ce que nous venons d'observer, car ils ont transformé certaines parties de l'intérieur du navire en un véritable musée également. Ceci est assemblé à partir d'environ 15 photos. Je l'ai prise parce qu'il s'agit d'un énorme et très détaillé schéma en coupe de l'intérieur d'un cuirassé de classe South Dakota. Donc, plutôt que de prendre une seule photo éloignée, ce qui, je pense, n'est même pas possible avec mon appareil photo, car on finirait par se heurter à une cloison avant de pouvoir tout faire rentrer dans le cadre. J'ai donc décidé de prendre une tonne de petites photos, des photos en plan rapproché, puis de toutes les assembler. Ce qui donne ceci. Mais si vous voulez voir l'image en taille réelle et examiner chaque compartiment dans les moindres détails, encore une fois, montez à bord du navire,
Et ils ont de très belles petites expositions, comme celle-ci. Cela vous montre comment le rivetage des plaques était fait, pourquoi il était fait. Il y a tout un tas de textes explicatifs, qui sont juste hors champ ici. Et cela contraste avec la soudure, qui commençait à remplacer le rivetage à l'époque où l'Alabama était en cours de conception. Et construite, et comme vous pouvez le voir sur cette installation, c'est en fait comme cela que l'on soude deux morceaux d'acier ensemble. Sur un navire, comme visible sur la section A, B, C, D, c'est en réalité un processus complexe, bien qu'il permette de réduire légèrement le poids par rapport au rivetage. Et pour ceux d'entre vous qui ont remarqué la petite erreur dans la vidéo de l'United States Ship Iowa concernant les types d'obus de 20 mm, etc., qui étaient exposés à l'extérieur en signalant que c'est l'obus de 20 mm du Close-in Weapon System. À bord de l'Alabama, on trouve des munitions de la Seconde Guerre mondiale, des obus de 20 mm, 40 mm et 5 pouces, ainsi qu'un tableau de couleur à droite, des obus de 20 mm, qui indique à quoi correspond chaque type d'obus selon sa couleur. Et on peut voir une variété de 20 mm. Le chargeur de 40 mm est composé de tous les mêmes obus. Et encore une fois, évidemment, il n'y a qu'un seul obus de 5 pouces. Donc c'est ce que c'est. Mais nous avons encore un autre point fort pour vous, car le personnel de l'United States Ship Alabama a été très généreux de son temps et de son expertise, m'autorisant évidemment à monter sur les affûts de 2040 mm et à entrer dans les différentes sections de la tourelle de 5 pouces et de ses divers compartiments d'alimentation en munitions. Mais j'ai aussi eu la chance de pouvoir parler pendant environ 10 minutes de l'Alabama et de ce qu'elle fait maintenant. Alors écoutez attentivement. D'accord, donc à la fin d'une journée très chaude et fatigante, mais une journée absolument une excellente journée, nous nous retrouvons ici à l'arrière tribord de l'United States Ship Alabama et nous avons avec nous le conservateur. Peut-être aimeriez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Shane McLean, conservateur du parc commémoratif du cuirassé United States Ship Alabama. Je suis ici depuis environ 12 ans. C'est un poste que j'occupe avec passion, je vous l'assure. Ce parc, 155 acres, non seulement de un cuirassé, mais nous présentons aussi l'United States Ship Drum, un sous-marin historique de classe Gato, une trentaine d'avions, des chars, de l'artillerie et tout ce que vous pouvez imaginer. Nous avons aussi une réserve naturelle, une jetée de pêche. Il se passe tellement de choses ici. Mais bien sûr, le navire éponyme, le United States Ship Alabama, est notre fierté et la vedette du site. Oui. Et quelle vedette c'est, vraiment. Vous savez, quand je suis monté à bord, j'ai été un peu impressionné, oui, parce que le navire est en excellent état. Elle a pratiquement tout son armement antiaérien de la Seconde Guerre mondiale. Il y a même une catapulte de pont. Bon, ce n'est pas forcément l'original, mais elle est là, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup d'autres navires. Nous avons même un des avions Kingfisher qui était à l'arrière de l'Alabama, dans le pavillon des avions, car nous sommes sujets aux ouragans. Ici, sur la côte du Golfe. Donc, à l'origine, nous l'avions installée sur la poupe, mais l'un des ouragans a décidé de la faire tomber, alors nous avons pensé qu'elle serait mieux à l'intérieur. Oui, et comme tu l'as mentionné, évidemment, il y a le hangar à avions, il y a toutes sortes d'appareils là-bas, tout ce qui concerne évidemment l'aéronaval et d'autres aussi. J'ai remarqué quelques drones Firebee suspendus ici. C'est bien ça? Absolument. Une canonnière du Vietnam est exposée dans notre parc, rendant hommage aux anciens combattants. Notre mission est d'honorer les anciens combattants de tous les conflits. Ce parc ne se limite pas à la Seconde Guerre mondiale. Nous avons des expositions sur la Révolution américaine, la guerre de sécession, la guerre de 1812 et la Première Guerre mondiale. Nous avons organisé un grand événement du centenaire avec une très belle exposition commémorant la fin de la Grande Guerre. Il y a donc beaucoup à voir ici, beaucoup à faire. Ce n'est pas seulement la Seconde Guerre mondiale et ce n'est pas seulement le cuirassé. Oui. Et comme nous en parlions juste avant de commencer en direct, vous savez, il y a des vestiges de batteries de canon et aussi le blocus du port à droite. Des sections de... la guerre civile. Des gens m'ont dit que je devais revenir parce qu'il y a des forts et tout dans la région. Oui. Une très grande bataille navale, la bataille de la baie de Mobile, a eu lieu ici, où l'amiral Farragut, commandant de l'escadron de blocus du Golfe, se trouvait juste au large, ici dans le golfe du Mexique. Une bataille énorme s'en est suivie. L'un des tournants de la guerre de sécession américaine s'est produit juste sous l'endroit où nous nous tenons ici. C'est la position des obstacles confédérés du haut de la baie.
Donc encore une fois, mais il y a littéralement des dizaines d'épaves à 2 pas d'ici. Des sites historiques de vieilles forteresses. Il y a un fort français ici, le fort Charlotte, qui a finalement été remis aux Britanniques. Et puis le fort Charlotte, le fort français était le fort Condé, puis le fort britannique était le fort Charlotte. Et il en reste encore des vestiges que l'on peut voir dans la ville de Mobile. Donc encore une fois, dans un rayon d'environ 1 mile, il y a beaucoup d'histoires. Ici, et vous me comprenez, je dois encore une fois, vous ressentez un peu le genre de... l'échelle, à quel point tout est différent au niveau naval quand vous êtes ici. Parce que vous savez, on peut aller dans un musée de chars et regarder un char et se dire « D'accord, ceci... c'est un gros morceau de métal. » Et dans un musée de l'aviation, c'est encore plus grand, surtout en métal. Parfois, oui. Et du bois, mais ensuite, quand vous êtes sur le quart, avant bâbord, et que vous regardez certaines des expositions, il y a un C-47 qui, dans la plupart des musées de l'aviation, serait quelque chose d'énorme. Il occuperait la majeure partie de leur bâtiment. Ouais. Et puis, vous regardez en bas, et c'est comme... oh, c'est comme un petit jouet, ouais, absolument, à côté de l'immensité qu'est l'Alabama. Et comme je le disais plus tôt, vous savez, ce navire est en si bon état. Vous avez des canons de 20 mm fonctionnels, sur lesquels vous m'avez gentiment laissé faire un tour, n'est-ce pas? J'ai des canons de 40 mm fonctionnels. Les tourelles ont l'air de pouvoir être déplacées, même si elles sont probablement verrouillées en place. Elles bougent en fait comme... Notre Mac, ouais, maintenant, nous devons les déplacer manuellement. Ils ne sont plus connectés électriquement comme à l'origine. Mais vous savez, cette redondance dont vous parliez, il y avait une autre façon de déplacer ces canons si c'était absolument nécessaire. C'est extrêmement lent et il faut le faire avec une clé à main. Ouais. Donc, elle est en assez bon état de fonctionnement. Alors, c'est faisable, d'accord. Absolument. Et vous savez, c'est l'une des choses dont nous sommes vraiment très fiers ici dans ce parc. Nous ne voulons pas seulement que les choses aient l'air propre et assez neuves, mais nous voulons aussi qu'elles fonctionnent si c'est absolument possible. Si vous descendiez dans notre atelier, il y a un tour de 18 pouces. Là-bas, il y a plusieurs très grandes perceuses à colonnes. Elles fonctionnent toutes. Vous pouvez réellement usiner des pièces sur les machines du navire. Elles étaient tellement bien faites, tellement bien construites, qu'il a suffi de peu de travail pour vidanger les anciens fluides, mettre des fluides neufs, changer quelques joints en caoutchouc et autres, et elles fonctionnent toujours. Donc oui, c'est un morceau d'histoire incroyable. Les choses étaient faites pour durer, et avec un peu de soin et un peu de rénovation, nous pouvons les faire fonctionner à nouveau. Oui, et plus tôt dans la journée, nous avons discuté que vous avez vos équipes d'histoire vivante qui viennent. À bord, absolument. Simuler comment le navire aurait été géré et quelques habitants qui aiment. Et je suis tellement content que tu en parles parce que quand tu visites certains de ces musées de navires, tu sais que ce n'est pas une question de structure, l'architecture navale. Il s'agit des gens, c'est une chose anthropologique qui est importante. Oui, c'est une merveilleuse pièce de technologie, mais c'est l'élément humain, les histoires humaines liées au navire qui constituent le chapitre le plus important de l'histoire de ce navire, et nous essayons donc de le souligner. L'un des événements que nous proposons est l'histoire vivante. Cet événement a été lancé à l'époque où de nombreux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale étaient encore en vie, mais malheureusement, la plupart ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Mais lorsque nous avons lancé ce programme, notre équipe d'histoire vivante est montée à bord lors de la réunion annuelle de l'équipage. Ils ont rencontré ces hommes, ils se sont assis avec eux, ils ont absorbé toutes les histoires qu'ils avaient et maintenant ils prennent cela et transmettent le flambeau à la génération suivante. Donc ils reprennent certaines de ces anecdotes que vous ne trouverez dans aucun livre d'histoire, que vous ne verrez dans aucun rapport de la marine. Ce sont des histoires personnelles et individuelles. Des histoires qui sont simplement partagées d'une personne à l'autre, et c'est vraiment ce qui donne de la couleur et de la texture au navire et à son histoire. Ce sont les histoires des hommes qui ont servi. Oui, et... Ainsi, l'équipage d'Histoire vivante perpétue cette tradition, et ils le font aussi en démontrant les compétences que ces hommes avaient à bord du navire. Comme nous vous l'avons montré plus tôt sur les canons anti-aériens, notamment les canons de 20 mm, ces gars-là sortent, tous les canons ont été convertis pour fonctionner au mélange propane et oxygène. Donc, ils ressemblent, ils sonnent, ils donnent l'impression de vraiment tirer des munitions, mais ils tirent du gaz. Donc, il y a la détonation, l'éclair sort du canon, puis les avions viennent et volent au-dessus de vous. On a vraiment l'impression
eh bien, c'est aussi proche que possible de ce que c'était d'être un marin à la poupe d'un cuirassé. Appuyé sur la gâchette d'un canon Oerlikon de 20 mm et avoir une idée de ce que cela pouvait être, vous allez vivre cette expérience si vous venez ici et nous rendez visite pendant cette reconstitution historique vivante. Je recommande vivement à ceux qui le peuvent d'essayer de venir. Je dois revenir l'année prochaine, car il y a encore tellement à voir sur ce navire, une véritable ville flottante. Les heures d'une journée ne suffisent pas pour tout découvrir. Tu n'as vu qu'une infime partie. De tout ce qu'il offre, oui. Je reviendrai l'année prochaine, à une date encore indéterminée, idéalement lors d'une journée d'histoire vivante. J'ai vraiment hâte, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il arrive, Revenir ici était un plaisir et un honneur. Merci beaucoup de m'avoir si bien accueilli. ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir. Nous espérons que vous reviendrez bientôt, c'est certain. Merci beaucoup. Merci. Et donc, encore une fois, un immense merci à Shay et au reste de l'équipe de l'Alabama. Juste quelques petites informations pour vous aider à planifier votre visite en Alabama. Elle est ouverte tous les jours sauf le jour de Noël et, bien sûr, en cas de conditions météorologiques extrêmement défavorables comme les ouragans, entre 8h et 17h, avec la dernière admission à 16h. Et à la date et à l'heure de diffusion de cette vidéo, c'est en juin 2023. Le prochain exercice de l'équipage Living History aura lieu le 12 août 2023, suivi d'un autre le 7 octobre. Vous trouverez plus d'informations sur le site web dont le lien est dans la description de la vidéo ci-dessous. Et donc, avec cela, il était temps pour moi et Madame Drac de partir littéralement vers le coucher du soleil pour la dernière. Le navire que nous allions visiter lors de notre tournée aux États-Unis en 2022, à savoir bien sûr l'United States Ship Wisconsin, que nous verrons le mois prochain. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour des commentaires, suggestions de navires à examiner ou questions sur le dry dock, écrivez dans les commentaires ci-dessous, notamment dans la publication épinglée.